RBN Hebdo, émission spéciale. Ce samedi, le président Georges Gilbert Baonla en live sur les dossiers chauds de l'actualité au Cameroun. Georges Gilbert Baonla, cœur ouvert sur Radio Bonne Nouvelle. L'événement, c'est ce samedi à partir de 12h30. Exclusivité médiatique à ne pas manquer. Je veux entendre la radio. Entre évolution et révolution, notre planète connaît de multiples et profondes mutations qu'il n'est pas toujours évident de comprendre. Assailli par des préoccupations quotidiennes, vous n'avez peut-être pas toujours le temps de vous brancher sur une source d'information fiable. Radio Bonne Nouvelle vous offre une solution. Tous les samedis à partir de 12h30, arrêtez-vous à la station 99.6 FM et faites le plein de l'information utile de la semaine écoulée au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Vous y trouverez des journalistes, des politiques, des analystes à la pointe de l'information pour votre plus grande satisfaction. RBN Hebdo, l'info hebdo qu'il vous faut. Avec Patrick Chouincan et Raoul Patrick Bifeyok tous les samedis, 12h30, 14h. Dans l'église élue, manifestant la parole de leur jour. Samedi 23 avril 2016, vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, il est 12h passées de 30 minutes. Salut à tous et bienvenue à RBN Hebdo, le magazine consacré à l'actualité nationale et internationale de la semaine écoulée. Comme annoncé précédemment, nous recevons cet après-midi le docteur Georges Gilbert Baonla, président du Parti républicain et comme vous le savez très bien, fils aîné du président de la République. Il va nous informer, nous édifier sur 4 sujets majeurs: la réélection d'Idriss Déby à la tête du Tchad, le drame de l'immigration en présence dans la mer Méditerranée, et puis la présence du groupe Bolloré au Cameroun, et enfin la lancinante question du franc CFA. Comme nous sommes en compagnie, bien sûr, d'Adolphe Théophile Kwedi qui va assurer la mise en onde. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour à tous les auditeurs. Comme d'habitude, je dis bonjour à toute la communauté du littoral, quoi. Et j'ose croire que je serai à la hauteur et à l'attente de cette émission. Vous l'avez toujours été, docteur. Nous n'en doutons pas. Oui, pourquoi pas. J'ose croire parce que je pense que tous les jours, on peut changer, on peut avoir une nouvelle vision par rapport à chaque émission. Oui, mais pour la ressource et l'expérience qui est la vôtre, nous n'en doutons pas un seul instant. Alors nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Idriss Déby, Itno, qui a été réélu avec plus de 65%, dès le premier tour, KO à l'opposition. Alors l'opposition qui bien sûr crie à la fraude et à la mascarade. Il va rempiler pour un 5e mandat. Quelle est la réaction à chaud de cette réélection d'Idriss Déby? Je pense que l'Afrique devra grandir du fait qu'il faut une certaine démocratie, il faut avancer. Qui était le concurrent immédiat en face de Idriss Déby, le président Idriss Déby? Je pense qu'il y a un problème. Il y a une mauvaise interprétation de la démocratie et une mauvaise longévité de ceux qui veulent l'incarner en Afrique. Et il va falloir que les gens révisent des comportements qui peuvent à un moment être des comportements nocifs pour nos sociétés africaines. Le cas de Idriss Déby, il a été 5 fois reconduit aux affaires. C'est pas un miracle, c'est la composition de la classe politique africaine. Et il est à noter que aujourd'hui, il faudra qu'on repense la politique africaine. Quand on dit que la politique, par exemple au Tchad, est une bonne politique, il faut qu'elle soit une politique de proximité. Je suis d'avis qu'il ait gagné des élections selon la souveraineté et selon, disons que l'attente de son parti, mais en face, quand vous n'avez pas un concurrent, qu'est-ce que vous faites? Vous gagnez les élections. Voilà. Donc c'est plus la faiblesse
de l'opposition que l'adhésion du peuple tchadien? L'adhésion, je ne sais pas. Je ne suis pas très proche de l'expertise en ce qui concerne statistiquement la numérique, je voulais dire des votants, mais j'estime qu'à un moment, il faudra qu'un certain nombre de nos pères africains, ça veut dire que certains représentants qui se regardent dans le miroir, parce que la continuité est une bonne chose, mais il faut avoir la bénédiction du peuple. Mais est-ce que dans le cas du Tchad, ce que nous avons vécu est une bonne chose? Voilà, donc on se pose la question. De quelle façon les auditeurs pourraient vous demander de balayer devant sa propre porte avant de balayer devant celle du voisin. C'est-à-dire la leçon que vous adressez au président tchadien pourrait s'appliquer au président camerounais. Monsieur Biya n'étant pas dans le collège de la corruption et n'étant pas dans l'idolâtrie de l'interruption politique africaine, je vous rappelle que il ne faut pas regarder le temps mis aux affaires, mais il faut regarder le pourquoi. Et j'estime aujourd'hui que le Cameroun est un cas école. Vous avez vu qu'avec l'histoire du terrorisme qui s'est transformé en Boko Haram, il y a des résultats probants. C'est vrai qu'il y a quelques nœuds gordiens. Vous allez voir qu'au niveau de la planification post-éligible en ce qui concerne l'Afrique, le président Biya passe au leadership parce que en aucun cas les gens n'ont pas ou bien n'ont pas été surpris que monsieur dératisation, que je veux l'appeler aujourd'hui entre guillemets, dératisation, ça veut dire que celui qui a lancé la lutte contre la corruption et ses propres collaborateurs en sont tapis dans les cellules. Donnez-moi un pays africain là où un président en exercice a pu faire comme M. Biya en défiant le temps. Alors parlons revenons du cas de l'élection au Tchad. Les opposants notent qu'ils ont été intimidés, ils ont été empêchés de manifester, de battre campagne comme il se devait. Pendant ce temps, le camp d'en face a usé de tous les moyens de l'État pour battre campagne en faveur de son champion. Est-ce que aujourd'hui, vous considérez l'élection de M. Déby comme une avancée ou une reculade? Je pense que la politique dans le contexte du Tchad, je ne pense pas que les choses avancent. Les choses ont ce qu'on appelle la violence. Je voulais dire d'un certain nombre de nos pères africains qui estiment, je vais être précis, que la démocratie est à la couleur de leur costume et à la dimension de leurs épaules. Il faut faire attention. Il faut faire attention. D'abord, les organisations qui sont organisées au Tchad dans un état de guerre, comme au Cameroun. En matière d'urgence, on tient compte. Est-ce que c'est tous les votants qui, à un moment, pouvaient être à même d'aller voter dans la période requise du côté du Tchad? Voilà la question dont je me pose. Je dis, il faut redéfinir nos mentalités et lier nos mentalités, en réalité, à l'état de besoin de la population. Parce que la population, c'est elle qui est le bétail électoral. Et il va falloir que nous repensons une nouvelle politique. Et je voulais dire simplement, le Tchad n'est pas un cas école. Et je souhaiterais que M. Idriss Déby, qui est le président en exercice, puisse tenir compte que les Tchadiens ont droit à un lendemain meilleur, surtout épris de paix. Parce qu'il faut éviter un certain nombre de choses. Sur mon regard, il y a beaucoup de paris à l'extérieur, c'est vrai, mais il faut éviter le pire. Très bien. On retient que le cas Idriss Déby n'est pas
Le docteur Georges Bébarna, nous passons à un tout autre sujet qui a ému la communauté internationale et qui a consterné l'Afrique cette semaine. Une cargaison de près de 500 migrants qui a fait naufrage en pleine Méditerranée. Aucun survivant. Le drame de l'immigration qui se poursuit, les frontières libyennes qui sont poreuses malgré l'intensité, la consistance des moyens mis en jeu par l'Union européenne. Eh bien, on n'arrive toujours pas à conjurer le sort des drames de l'immigration. Selon vous, quelles sont les principales causes qui poussent les Africains à des aventures incertaines, des aventures mortifères comme ce drame que l'on a vécu cette semaine? D'abord, je veux dire, l'arène migratoire en Afrique est un tremplin pour l'espoir qui anime un certain nombre de nos compatriotes africains qui pensent qu'on peut aller ailleurs et mieux faire, et mieux s'installer. Pourquoi pas faire dans la création de richesses ou encore être dans ce qu'on appelle le maillon du travail. Mais il va falloir rétablir la vérité. La vérité est celle-ci. Qu'est-ce qui incite et qui motive des comportements pareils? C'est des règles nocives dans la société qui mettent en mal la classe citoyenne, qui peuvent pousser les mêmes citoyens à la dérive. Quand vous citez les cas, dans tous ces pays, vous allez entendre que le peuple ne se reconnaît pas par rapport à la gestion de ceux qui sont aux affaires. Dans cette question dont je me suis fait, pourquoi aujourd'hui il y a une certaine démocratie en Afrique, mais une démocratie verdâtre? Ça veut dire que parfois on peut donner une information qui au finish est erronée. Donc moi je pense qu'il va falloir réviser beaucoup plus nos comportements en ce qui concerne nos différentes nations, en créant une latitude, un cahier de charte entre le sommet de l'État, ou bien de l'État, avec les habitants, ou bien la collectivité, parce que quand on écarte les masses populaires liées à la gestion, par exemple, centriste, il faut que les gens comprennent que le temps est arrivé. Je vous donne le cas. Trump, aujourd'hui, est le président qui va gagner les élections dans 180 jours du côté des États-Unis. Et quand j'avais parié, c'était toujours sur votre média où j'avais dit Trump va emporter les élections. Le temps m'a donné raison. Le sondage aujourd'hui, vous voyez que Hillary Clinton, c'est une bonne dame, elle va me faire quelques petites tomates pour bouffer un peu. Elle peut nous faire quelques bonnes salades, mais je crois que, bon... Elle n'est pas prête pour gérer les États-Unis. Non, elle ne peut pas. Elle peut pas. Pour le moment, elle a beaucoup de chemin à faire. Et je dis bravo à Trump, que je compte rencontrer dans les tout prochains jours, après son investiture aux affaires du côté des États-Unis. Donc, en fait, c'est cette lecture que j'ai de la société, une société qui revêt une camisole dont la société vous a donné mandature. Oui, la solution au problème migratoire est de quel côté de la Méditerranée? Du côté de l'Europe qui peut arrêter le flux de migration ou du côté des Africains, des dirigeants africains? Je pense qu'il va falloir avoir des projections nobles. Projections nobles vis-à-vis de la société africaine. Maintenant, si cette société africaine est celle dont nous pensons tous, il va falloir la définir comme telle, avec une cohésion, disons qu'au sein des affaires étatiques. Parce que si, par malheur, vous êtes pris à l'étau, que vous êtes un homme politique et que vous ne pensez pas à votre pays, ou bien vous êtes aux affaires, vous ne pensez pas à votre pays, vous paierez le prix. Et le prix, c'est quoi? C'est le prix à la taille et à la dimension de votre collaborateur. Donc, il faut faire attention. D'accord, venons-en au Cameroun.
On parle beaucoup de cet homme d'affaires. Certains le taxent comme un personnage véreux, comme un néocolon, comme un impérialiste, comme l'empire du business. Il s'agit bien sûr de Vincent Bolloré qui a aujourd'hui pris pratiquement tous les différents secteurs névralgiques, le port, le transport ferroviaire et des investissements dans les dimensions des points névralgiques de la nation. Est-ce que vous pensez comme plusieurs aujourd'hui que Vincent Bolloré est une menace stratégique pour le Cameroun? Non, pas du tout. C'est un opérateur économique. Comme il y a la délégation, par exemple, je crois, asiatique qui a été reçue par le chef de l'État, il y a beaucoup de sociétés qui arrivent. Aujourd'hui, le Cameroun est devenu un grand carrefour commercial africain. Donc, je crois que ce genre de débat, bon, je peux faire parfois me taire pour faire comprendre aux gens que le Cameroun avance. Voilà. Oui, mais est-ce que vous trouvez normal de confier à un étranger qui est plus un Français la gestion du port, la gestion du transport ferroviaire, la gestion même du transport urbain, interurbain, interne? Est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique que de confier à un étranger? Il pourrait paralyser le pays, des choses indélicates pourraient rentrer dans la nation à travers ces différentes filières qu'il contrôle. Je voulais me ressourcer et rappeler que vous avez des vieilles bandes dans cette radio. Tout à fait. Le chantier naval, à travers son directeur commercial, je ne vais pas le citer, vous allez chercher dans vos archives, on a trouvé, faisait ce qu'on appelle le trafic des armes à travers le port de Limbé. Il a été plutôt promu. Allez chercher dans vos archives. Promu par le chantier naval. Comme si ça ne suffisait pas, pendant qu'on est en train de vouloir mettre 400 personnes dehors, 450 personnes, on achète des grosses limousines. Ça a été toujours dénoncé ici, dans votre radio. La dangerosité sur la paix, à quel niveau? Monsieur Bolloré, s'il a un bateau qui accoste, n'est pas un timonier. Et les contrôles sécuritaires se font en haute mer ou en mer basse. Quel est le rôle, par exemple, de l'armée marine? Non, que les gens arrêtent un peu de rêver, disent n'importe quoi. Quand on dit qu'on veut confier dangereusement, vous pensez que, comme M. Bolloré est très proche de Sarkozy, c'est pour cela que M. Sarkozy reviendra? M. Sarkozy ne peut que revenir s'il est éligible à travers son parti. Mais je crois qu'il est temps que les gens arrêtent un peu d'avoir un doigt qui était sur les autres. On a arrêté les armes partout au nord, dans l'est. Ici à Douala, les villes sont poreuses aujourd'hui des dames. C'est toujours non, qu'on arrête un peu. Pour moi, c'est un débat qui n'a pas de droit de citer. Il faut que les gens arrêtent ce qu'on appelle la médisance et la calomnie pour en faire ce qu'on appelle un titre foncier. Que les gens arrêtent pas. On a confié quoi? L'État est souverain et a une mission, accompagner les initiatives des hommes d'affaires. Vous comprenez? Mais si, moi, on s'en rend compte que les gens préfèrent aller se mettre au quartier, dire n'importe quoi dans les antichambres, je crois qu'il faut réviser notre comportement moral. Et à cela, vous savez, quand on dit où est le père vieil, il finit par vous rattraper. Donc c'est ça la réalité. Et j'ai peur que ces derniers soient rattrapés par les pères vieux parce que nous savons comment ça se passe. Voilà. Oui, mais est-ce que l'émergence d'un homme d'affaires comme Vincent Bolloré au Cameroun n'est pas la démonstration de l'échec du président, des dirigeants de cette nation à produire des hommes d'affaires en capacité de gérer ce que Vincent Bolloré et son groupe gèrent aujourd'hui? Si le Cameroun, les dirigeants du Cameroun avaient pu générer des hommes d'affaires de la taille de Bolloré, on n'aurait pas besoin de la présence d'un tel personnage sur notre territoire. Est-ce que ce n'est pas la démonstration qu'il y a eu échec dans la capacité à produire des hommes d'affaires locaux? Je pense, je ne sais pas que c'est ça. Monsieur Kodok,
à l'époque, celui qui était allé acheter le premier avion Boeing sous les hautes instructions du feu président Ahidjo, là, tout a bien marché. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous appelez créer les hommes d'affaires, les opérateurs économiques? On va créer les opérateurs économiques, lesquels? Ceux qui sont devenus les prévaricateurs qui accompagnent les fonctionnaires à entamer les deniers publics. Non, que les gens arrêtent un peu. Vraiment, on ne peut pas dire que Bolloré est venu envahir le port de Douala ou bien le port de Kribi. Ça, c'est clair. Bon, maintenant physiquement et d'une manière ostentatoire, ceux qui sont dans le domaine estiment que Bolloré les gêne. Or, moi je sais que le moins disant, le plus disant, c'est Bolloré. Bolloré croit en l'Afrique. Donc c'est pour cela que j'estime que il va falloir repenser la politique, beaucoup plus celle du Cameroun. Voilà. D'accord. Alors, on sait ce que vous pensez de Vincent Bolloré. Un autre débat qui agite les chaumières, les médias et aussi la classe politique, c'est la question du franc CFA. Une réunion s'est tenue d'ailleurs la semaine dernière sur la question du franc CFA. Plusieurs économistes estiment que cette monnaie plombe le développement des pays africains qui l'utilisent et qu'on devrait s'en débarrasser. D'autres, au contraire, estiment que c'est un gage de stabilité monétaire et financière. Vous qui êtes du domaine, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre position sur la question du franc CFA? Une bonne ou une mauvaise monnaie? Une mauvaise monnaie. Parce que ce n'est pas une monnaie compensatoire, c'est une monnaie coloniale et qui décrit qui décrit parfaitement le personnage avec lequel vous avez eu différent. L'histoire du CFA, je l'avais toujours dit, même dans cette radio, à droite citée, mais sauf que il y a un processus. Nous sommes des pays sous convention. On ne va pas violer les conventions parce qu'on veut changer un pays, sinon ça nous coûte la peau des fesses. Maintenant, avec une mémoire de Préus, pour votre bonne gouverne, je vous donne cette information dont je prends l'entière. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses dans l'armée qui sont en train d'être arrangées parce que quand il a fallu remonter les bretelles, à cela on n'a pas hésité. Moi, je pense qu'il faut un peu se calmer. Il faut un peu se calmer, vraiment. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Un processus pour sortir de cette monnaie? Vous, en tant que président d'un parti politique, qu'est-ce que votre parti préconise? La rupture immédiate, la sortie du CFA ou une sortie négociée? Et négocier avec qui? Je préfère une sortie négociée. C'est pas parce qu'on a négocié qu'on n'a rien à dire. Avec qui? Vous négociez avec qui? Mais ceux d'en face. C'est d'en face, c'est tout. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que une négociation peut avoir lieu. Bon, pendant. Je crois qu'il faut négocier. Il faut négocier. Ça fait 70 ans que le franc CFA est en circulation dans les pays francophones, 14 pays, et la négociation, il faudra attendre encore jusqu'à quand? Dans le pays de Nelson Mandela, il y a les biais traditionnels, mais on arrive quand même à compenser ça. Leur économie se porte mieux. Alors, qu'est-ce que vous pensez du compte des opérations en France? Une caisse transitoire pour garder le patrimoine de notre pays. Et je pense que cette caisse sert à ce qu'on appelle le renforcement des liens économiques entre notre pays et la France. Donc, avec beaucoup de sollicitude, je souhaiterais que j'en prenne acte que l'histoire est têtue et personne ne peut la tronquer. Alors cette semaine, Dr Georges Gilbert Baronga, c'est un sujet qui vous concerne peut-être plus personnellement que les autres. Dans une certaine presse, l'on a semblé lire
que le président Paul Biya aurait pris ses distances avec ceux qui l'appellent à une candidature et même à des élections anticipées. Qu'est-ce que vous en savez? Je pense que le problème ici, tout tourne autour de la macroéconomie. Les difficultés que nous avons même dans le quotidien, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas une fluidité qui suit les actes. Ça veut dire que, par exemple, la fluidité financière, donc c'est normal que les gens se plaignent. C'est normal que les gens se rebellent. Mais il ne faut pas casser. Je ne suis pas pour la casse. Voilà. Alors peut-être pour sortir de cet entretien, nous allons parler de l'élection américaine. Vous avez tantôt fait allusion à cela. Le président, le candidat du républicain qui a le vent en poupe, et vous l'aviez annoncé il y a quelques mois de cela sur cette même antenne que Donald Trump allait finalement l'emporter. Est-ce que Donald Trump serait un bon président pour l'Amérique? Est-ce qu'il serait un bon président, assurerait la sécurité du monde? Est-ce qu'il n'est pas une menace stratégique pour la sécurité du monde avec ses dérives langagières? Je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense simplement que il faut regarder l'avenir avec beaucoup de certitude, mais en redéfinissant nos comportements quotidiens. Parce que quand on regarde même nos problèmes, et nous sommes à l'origine de nos problèmes, et nous voulons nous déposséder de cette, je voulais dire, cette responsabilité pour dire que ce sont les autres qui ont posé des actes. Le tout, c'est de s'armer de patience et savoir que tout ce que nous faisons, c'est pour bâtir. Parce qu'en conclusion, en réalité, c'est que il faut se dire quelle est la solution. What's the solution? Parce que si nous ne pensons pas et que nous ne repensons pas, il y aura un problème sérieux. Je voulais faire une envolée lyrique pour dire que l'actualité aujourd'hui colle au desiderata des lecteurs et certaines radios. Si la vase communicante centrale prend des coups, telle la relation entre comment on appelle, l'ayant droit, et celui qui consomme, ou bien le consommateur immédiat de ce que nous produisons comme idéologie et tout le reste, il y a un problème. Il y a un problème. Il ne faut pas regarder l'actualité en prenant des mauvais cas écoles. Ah ben oui, ça s'est passé comment au Burkina? Mais le Burkina, c'est le Burkina, le Cameroun, c'est le Cameroun. Monsieur Biya, s'il a 83 ans, s'il estime qu'en 2018, il peut se présenter, pourquoi ne pas? S'il faut changer, par exemple, les instituts, disons, redimensionner les institutions étatiques du pays, ça veut dire qu'on pense au changement. Ça peut être une révision, par exemple, sur le plan électoral, qui dit qu'on peut, c'est une élection à 2 tours. Par exemple, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas s'entendre dire non, pendant qu'eux, ils ont dit oui parce que. Voilà le problème. Donc je pense que tout tourne autour de cela, et je souhaite que les Camerounais prennent le taureau par les cornes et se disent que ce pays ne se bâtira pas seul, mais avec nous. Surtout que les gens ont cru que le Cameroun, par exemple, était un verre d'eau buvable. Je crois qu'il a compris. Alors, vous, au niveau du Parti républicain, est-ce que vous préparez déjà l'échéance de 2018? Et vous, président Georges Gilbert Baonla, est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle? Je répète, je serai candidat aux prochaines élections 2018. La deuxième chose, c'est pour gagner les élections. Nous n'allons pas là-bas pour perdre. Il faut les gagner. Pourquoi est-ce que les gens estiment que parce que on lit, on dit si le père est l'enfant, c'est même une très bonne démocratie. Si on voit qu'on peut challenger et qu'à un moment, j'ai un mot à dire. Pourquoi est-ce que des gens trouvent toujours que ça soit, ou bien c'est mystérieux? Non. Pourquoi vous n'avez jamais été candidat auparavant? Le temps
n'était pas favorable pour moi-même, mais pour le moment, je crois que j'ai le profil de compétence pour gérer un pays et que le Cameroun, je le connais bien. Et si les Camerounais font confiance, vous allez voir. Vous avez en face la grosse machine du RDPC. La grosse machine en pièces détachées. Ouais, en pièces détachées. Vous savez pouvoir avoir beaucoup de pièces. Bon, mais vous pensez que vous avez des immeubles alors que vous en avez que... Bon, c'est la grosse machine. C'est une machine à... Non, le RDPC pour nous ne nous fait pas peur. Tout au contraire, le RDPC a beaucoup de choses à prendre de nous. Et c'est pour ça que nous estimons que le président chef de l'État nous a toujours donné ce respect. Savoir que nous autres on travaille pour le pays, on attend moins le salaire et d'autres gagnent le salaire pour mieux l'apprécier qu'il est petit. Je crois qu'il y a un comportement qu'on doit afficher. Voilà. Très bien, merci Président Georges Gilbert Baonla. Quel est votre plus grand vœu? C'est par là qu'on va sortir pour le Cameroun. Mon plus grand vœu, c'est que les Camerounais me fassent confiance en 2018 et que quand je serai aux affaires, je verrai la solution de leurs problèmes triangulaires. Ça veut dire comme le Cameroun. Donc je connais le Cameroun, je mérite être là et j'estime que les Camerounais me font confiance. Sauf ceux qui lisent dans la boule de cristal pour dire qu'il est en train de concurrencer son père. Mais nous n'en sommes pas là parce que le parti est né en 2013. J'étais déjà cet homme qui a annoncé ses couleurs. Bon, je pense que c'est pas grave. Parfois on regarde, on dit rien, et on comprend, voilà. Très bien, merci infiniment, Dr Georges Gilbert Baonla. Merci. Je suis à la disposition de la radio Bonne Nouvelle et je souhaite une très bonne continuité dans votre mission et que toutes les populations de Douala puissent encore s'armer de patience pour que la clinique ne soit pas verdâtre, comme je dis souvent. Le Cameroun se portera mieux si nous pensons que le Parti républicain, dont je suis le président du parti, et le serviteur, je voulais dire, fidèle, devrait être aux affaires. Mais je challenge pour 2018 et nous sommes sûrs que nous allons gagner le pari. Voilà. Parole du président Georges Gilbert Baonla qui nous a fait cette grâce malgré un agenda extrêmement chargé de pouvoir répondre à nos sollicitations et bien sûr vous faire satisfaction, vous donner satisfaction, vous, chers auditeurs. Il a toujours répondu aux différentes sollicitations, connaissant l'attente populaire qui suit chaque fois que son nom il est pressenti dans ce studio. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. RBN Hebdo, on est ensemble jusqu'à 14h.